fort. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Rokhaya, merci beaucoup d'être là. On est, je pense, très contente et très contents. Donc... Merci beaucoup. Donc bon, il doit peut-être y avoir quand même des gens qui ne vous connaissent pas, je ne sais pas. Au cas où, je vais vous faire une présentation rapide. Vous me dites si je dis des bêtises. Donc vous êtes une écrivaine, vous êtes une journaliste, vous êtes une réalisatrice, vous êtes une productrice du... je trouve, génial podcast, coproductrice Kif Taras avec Grassley. Et vous êtes surtout une militante antiraciste et féministe. En fait, vous êtes aussi, par ailleurs, la cofondatrice de l'association Les Indivisibles, qui est donc une association qui a pour but de déconstruire les préjugés ethno-raciaux, et notamment à travers l'humour. En gros, vous êtes l'incarnation d'un mot qu'on a appris aujourd'hui. Vous êtes une badass, une vraie. J'adore, merci. Alors, je pense qu'on aurait toutes ici envie de vous poser 150 000 questions, mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Donc, je vais plonger directement dans le vif du sujet. Je lisais ce livre de vous ces derniers jours pour préparer ça, votre dernier livre, La France, tu l'aimes ou tu la fermes. Je vous le conseille vraiment vivement. Et j'ai vu un texte que vous aviez écrit en 2012 et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait vous parlez des violences sexistes et sexuelles, vous en parlez dans l'espace public depuis de nombreuses années en fait, depuis avant MeToo et tous les autres mouvements qui ont suivi. Donc je me demandais si vous pouvez nous raconter rapidement comment vous en êtes arrivé à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, d'une part, merci pour l'accueil, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de participer à cette journée et de pouvoir intervenir devant vous. Donc, je vous remercie infiniment et puis merci à toi, Léonore, pour ces questions et cette présentation. Je ne suis pas vraiment capable de dater précisément le moment où j'ai pris conscience de la caractérisation des violences sexistes, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis consciente du féminisme et je me suis engagée dans le féminisme avant même de penser à m'engager dans l'antiracisme, même si de manière implicite, les deux sont toujours allés de pair. Je ne m'étais pas forcément formulé la question raciale aussitôt. Mais je pense que ce qui m'a frappée, surtout par rapport à la question des violences sexistes, c'est surtout la différence de traitement qu'il y avait par rapport à des violences sexistes en fonction de leur provenance. Et c'est vrai que très tôt, dans les années 2000, on a commencé à dénoncer les violences sexistes des quartiers populaires avec des vocables très spécifiques. Donc là où on parlait de manière générale de viol collectif, on parlait de tournante. Quand on parlait de violence entre guillemets conjugales, même si c'est un mot qu'on peut questionner, on parlait de crimes d'honneur. Donc il y avait tout un vocabulaire très spécifique aux violences des quartiers populaires qui donnait l'impression que ces violences provenaient d'une idéologie différente et particulière et qui d'une certaine manière permettait à la majorité de se dédouaner d'un processus, d'une idéologie qui traversait la société de manière malheureusement très égalitaire, quels que soient les milieux sociaux et culturels. Et c'est vraiment par cet angle-là que j'ai abordé la question des violences. Donc ça a accompagné en fait ma réflexion sur l'antiraciste. Donc j'avais un engagement antisexiste et quand j'ai vu que finalement on attribuait davantage de violence, davantage de sexisme à certains hommes qu'à d'autres, j'ai commencé à écrire dessus et effectivement à voir que la violence perpétrée par tel type d'homme était davantage condamnée que la violence extrêmement banalisée des hommes des quartiers, enfin des hommes issus des milieux favorisés. Je tourne ma page. Non, pas encore. Si. Justement, dans le même livre, mais dans une partie différente du livre, il y a cette citation que moi je trouve incroyable, qui va vraiment directement au point. Vous dites « La lutte contre le sexisme ne peut qu'aller de pair avec le combat antiraciste. Mener l'un au détriment de l'autre est inconcevable. » Comment est-ce qu'on pourrait expliquer... Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça à une jeune militante, ou une jeune femme ou un jeune homme qui vient de s'engager pour la première fois dans un militant féministe? Comment on pourrait résumer en fait cette question qui pourrait être très longue Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui sont à l'intersection de plusieurs oppressions. C'est-à-dire qu'elles subissent d'une part le sexisme, mais d'autres types d'exclusions, qui peuvent être l'homophobie, qui peuvent être le validisme, qui peuvent être le racisme, ou la discrimination religieuse, donc l'antisémitisme, ou l'islamophobie. Alors, je pense que je vais prendre le cas très concret qui a été défendu par Kimberlé Crenshaw, qui est une enseignante, en fait, juriste, universitaire, qui a créé le concept d'intersectionnalité à la fin des années 80. Donc, elle s'est trouvée confrontée au cas d'une femme noire qui estimait qu'elle était discriminée dans son entreprise. Et l'entreprise, en fait, répondait en disant
non, elle n'est pas discriminée parce que dans notre entreprise, il y a des femmes et il y a des noirs. Sauf qu'en fait, en étudiant son cas, elle s'est rendue compte qu'il y avait effectivement des noirs, mais tous les noirs étaient des hommes qui travaillaient notamment dans le domaine ouvrier, et que toutes les femmes étaient des femmes blanches qui travaillaient notamment dans le secrétariat et dans l'assistanat. Et qu'en fait, dans cette division raciale et sexiste du travail, il n'y avait pas de place pour une femme noire. Et donc c'est ça en fait, c'est de dire que quand on est une femme et qu'on appartient à un milieu, qu'on appartient à un groupe qui est opprimé pour d'autres raisons, eh bien on peut subir une discrimination spécifique. Et que les oppressions ne se cumulent pas forcément, elles créent une discrimination autre. L'autre question aussi quelle est l'intersectionnalité, c'est la question de la position de privilège et de pouvoir dans laquelle on peut se trouver. Il y a plusieurs choses, par exemple, qu'on peut observer, la manière dont les femmes ont gagné du temps, très peu, mais ont gagné du temps sur le travail domestique au fil des dernières décennies. On se rend compte que la part de travail domestique des hommes dans les foyers hétérosexuels n'a pas augmenté, mais que finalement, alors il y a eu le progrès technique qui a permis aux femmes de travailler moins, mais surtout il y a d'autres femmes qui travaillent pour elles, souvent qui travaillent aux travaux domestiques, qui vont garder leurs enfants, qui vont assurer les travaux ménagers, et souvent ce sont des femmes pauvres, beaucoup de femmes étrangères et parfois des femmes sans papier. Donc ça veut dire que l'émancipation de femmes qui sont en position de pouvoir, en tout cas dans une position où elles ont les moyens de déléguer leur travail, se fait sur le dos d'autres femmes qui sont précaires et qui parfois vont délaisser leur propre foyer pour nous assurer, parce que je m'inclus dedans, un certain confort. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas recourir à leurs services, mais qu'on doit nécessairement s'interroger sur comment on s'émancipe et qui finalement pâtit de cette émancipation. Et encore un autre exemple historique, c'est l'exemple des féministes américaines blanches du début du siècle dernier qui militaient pour le droit de vote et qui en fait ont utilisé comme argument pour avoir le droit de voter le fait qu'elles, femmes blanches, n'avaient pas le droit de voter, mais que théoriquement les hommes noirs avaient le droit de voter et que c'était inconcevable que des blanches ne puissent pas voter alors que des noirs pouvaient le faire. Ben ça en fait c'est pas possible. Et c'est juste de dire qu'on ne peut pas utiliser sa condition pour dire, moi j'entends souvent des féministes dire les femmes c'est une majorité. Et sous-entendu, c'est prioritaire par rapport à des minorités. En fait, c'est pas ça l'argument. Même s'il y a une seule personne qui appartient ou 3 personnes qui appartiennent à un groupe minoré, eh ben, ces 3 personnes doivent être considérées autant qu'un groupe qui constitue 50% de la population, d'autant plus que dans ces 50%, il y a des femmes musulmanes, des femmes noires, des femmes juives, des femmes handicapées ou lesbiennes ou trans, etc. Donc voilà, c'est un peu ça l'intersectionnalité, c'est de dire qu'on est à la croisée de plusieurs oppressions et que chaque oppression doit être doit être prise en considération avec le même degré de priorité. Quand on est une femme de manière générale et qu'on prend la parole dans l'espace public, on s'en prend plein la tête, pour rester poli. Quand on est une femme et qu'on parle de féminisme dans l'espace public, ça se démultiplie et les choses ne font qu'empirer quand on est une femme, qu'on parle de féminisme et qu'on est une femme racisée. Du coup, on en a parlé un peu tout à l'heure en plénière. Dans cette nouvelle vague de féminisme, il y a la notion très importante de self-care qui est sortie, donc de prendre soin de soi en français. Et du coup, je voulais vous demander comment est-ce que vous pouvez vous protéger de certaines attaques. Je ne sais pas si vous y arrivez toujours, mais à la fois des choses pratiques, mais ou alors des choses, des conseils plus théoriques. Bah c'est vrai que prendre la parole dans l'espace public en tant que femme, c'est déjà une subversion. Parce que c'est vrai qu'à la fois dans la manière dont on est socialisé, dont on est éduqué, on n'a pas forcément souvent l'opportunité de se positionner en prenant la parole. C'est quelque chose de très difficile et je m'en suis rendu compte tout simplement en étant amenée à prendre la parole que ça allait en contradiction en fait, avec tout ce qu'on m'avait inculqué dans mon éducation, alors que les hommes, souvent, qui sont dans les espaces de débat, le font avec beaucoup plus d'aisance parce qu'ils sont habitués en fait, depuis l'enfance à prendre l'espace, à la fois physiquement, mais aussi dans la manière de verbaliser des idées. Et puis aussi, je pense qu'on est aussi élevé pour être agréable à la plupart des gens et agréable aux hommes en particulier. Ça veut dire que quand on prend la parole, on doit le faire avec une position de séduction, on doit le faire d'une manière qui ne soit pas contradictoire par rapport à des personnes, notamment masculines, qui soient autour de la table, et dans un propos qui ne soit pas désagréable. Et donc tout ça fait que déjà de prendre la parole, c'est une subversion, et puis en plus pour dire des choses qui ne vont pas nécessairement dans le sens de la majorité, c'est aussi quelque chose qui est perçu comme une agression, et donc on reçoit en retour une véritable agression qui est l'interruption, qui est le fait que des hommes vont parler plus fort, le fait d'être disqualifié, y compris quand on a une expertise plus importante que les gens qui sont autour de la table, et le fait d'avoir un temps de parole moindre. Et c'est amplifié par d'autres facteurs qui sont notamment le fait d'être, comme c'est mon cas, une femme noire. Donc c'est vrai que finir une phrase quand on est autour d'un débat où il y a 4 hommes blancs notamment, c'est souvent, c'est beaucoup d'énergie et c'est souvent un challenge assez important.
Donc les attaques, elles sont de cet ordre-là, et je comprends effectivement que ce soit très intimidant, et qu'une fois qu'on a vécu cette expérience une première fois, on peut se dire, en fait, j'ai pas envie de revenir, et je sais pas pourquoi, en fait, on n'a pas à se contraindre à parler à des gens qui tiennent des propos qui nous offensent, et puis qui respectent pas notre parole. Donc moi, c'est vrai que par rapport à cette prise de parole, j'ai plusieurs choses qui m'ont motivée. C'est vrai que je me suis posé la question au tout début, parce que moi, ça fait une dizaine d'années que je fais des débats en minorité, en minorité intersectionnelle. Et du coup, il y a des moments, au tout début, où je me suis demandé, mais pourquoi tu vas parler en fait à des gens qui te disent des trucs de ouf alors que tu pourrais juste parler avec tes potes et avoir des conversations sympas. Et ce qui m'a encouragée, c'est les réactions de certaines personnes dans la rue et le fait que je me suis dit que finalement, je ne parlais pas tant aux personnes qui étaient autour de la table qu'aux personnes qui pouvaient se reconnaître dans mes propos et qui étaient ailleurs, qui pouvaient me regarder à la télévision, qui pouvaient m'entendre dans des espaces publics, et que finalement, je ne voulais pas consacrer d'énergie à convaincre des gens qui n'avaient pas envie d'entendre ce que j'avais à dire, mais simplement, à une certaine manière, soulager des gens qui pouvaient partager mes idées. Et ces gens, même si c'est une ou deux personnes, c'est déjà pour moi une motivation suffisante pour me dire que des gens qui se reconnaissent dans ce que je défends ont envie d'entendre autre chose dans les espaces où je m'exprime et où je suis minoritaire. Donc ça, c'est une ressource vraiment qui me donne de la motivation et qui me donne aussi effectivement l'envie d'y retourner à chaque fois. Après, les agressions que je subis, elles sont diverses sur les réseaux sociaux, voilà. Alors il y a plein de choses. La première des choses, c'est de porter plainte quand on le peut. J'ai fait un documentaire que j'ai réalisé, donc j'ai tourné en 2013 et que j'ai réalisé en 2014, qui s'appelle Les réseaux de la haine, qui est visible gratuitement sur Internet, je crois que sur YouTube, je pense. En tout cas, si vous tapez Les réseaux de la haine, vous pouvez trouver le documentaire, qui est un documentaire de 52 minutes, où je pars de mon cas particulier. J'avais reçu un appel au viol, et à partir de là, j'essaie d'étudier comment les violences s'expriment contre des femmes, contre des juifs, contre des personnes parfois de manière complètement qui n'est même pas liée à une appartenance minoritaire, pour essayer de comprendre les mécanismes qui étaient derrière ça, et j'ai porté plainte. Et donc ce documentaire raconte un peu la plainte que j'ai portée, parce qu'il me semblait important d'utiliser la faculté que j'avais à porter plainte et à mobiliser un avocat pour rappeler que ce ne sont pas des espaces de non-droit. J'ai déjà gagné un procès pour appel au viol, j'en ai gagné un autre pour menace de mort, j'en ai en cours là 2, donc c'est important de le dire. Alors on n'a pas toujours la possibilité de retrouver les personnes qui attaquent, mais vraiment garder en tête l'idée que la loi s'applique aussi bien dans l'espace pseudo-virtuel que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dans la rue, les gens ne vous appellent pas votre viol ou ne vous menacent pas de mort en le criant dans la rue. Donc il n'y a pas de raison qu'ils le fassent sur les réseaux sociaux. Et puis après, c'est de se protéger. Donc je pense que si on ne veut pas subir ce genre de choses, on peut complètement partir des réseaux sociaux. Je pense que c'est important de s'autoriser à ne pas être présent dans des espaces qu'on considère comme étant oppressifs et violents. C'est pas mon choix, mais c'est pas mon choix pour plein de raisons. Parce que déjà, moi, je vois un gros décalage entre ce que je peux recevoir sur les réseaux sociaux et ce que j'entends en fait dans l'espace public. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans la rue, en fait, quand on me reconnaît, il s'agit toujours de personnes qui m'interpellent de manière très positive et très encourageante. Et je ne peux pas croire qu'en 10 ans, je n'ai jamais croisé une seule personne qui ne m'aimait pas. Donc, déduction, je pense que ces personnes ont beaucoup plus de courage quand il s'agit de s'exprimer sur les réseaux sociaux que quand ils me croisent dans le métro ou quand je marche dans la rue, comme je le fais beaucoup. Et donc, ça permet quand même de réfléchir aussi et de relativiser par rapport à un courage qui n'existe pas et peut-être une motivation qui est différente sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est un petit peu ce qui me permet de me tenir à distance et puis vraiment tenir compte aussi du fait que même si je suis beaucoup insultée, je suis aussi beaucoup encouragée. C'est vrai que ça marque plus quand on est insulté, mais c'est important de tenir compte des encouragements. Et sinon, il y a une application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bodyguard, qui est une application que vous pouvez télécharger et qui, pour vous, en fait, scanne vos réseaux sociaux et bloque les gens qui vous insultent. Et comme ça, vous ne les voyez même pas. Donc ça, c'est franchement une recommandation que je vous lance. Et je pense que ça vous économise beaucoup de temps et puis beaucoup de peine aussi, parce que parfois, ça peut être vraiment douloureux. Et après, je pense que ce qui est important aussi au quotidien, c'est l'entourage, d'être bien entouré, de vraiment faire en sorte aussi de ne pas... Moi, ma vie, elle ne se passe pas dans ces espaces publics. C'est une partie de ma vie professionnelle. Mais ma vie quotidienne, elle n'est pas là. Et je fais vraiment en sorte de la protéger et d'être entourée par des gens qui sont capables de me témoigner de la bienveillance. Et ce que j'observe, c'est que j'ai jamais une seule personne qui me connaisse personnellement, et y compris des personnes qui sont pas d'accord avec moi, qui m'a insulté de la même manière que des gens qui me connaissent pas. Donc moi, j'estime que les personnes qui attaquaient sur les réseaux, c'est plus un personnage que ma véritable personne. Mais encore une fois, j'ai réussi à le conceptualiser et je comprends que ça heurte quand même quand on reçoit les insultes. Voilà.
Une dernière question qui est en fait un peu double. Donc ici, on espère recruter beaucoup de monde pour devenir des militantes et des militants. Donc je voulais vous demander si vous aviez soit des souvenirs ou soit des aspects du militantisme qui vous procurent soit de la joie, du bonheur, qui vous donnent la patate. Et ensuite, c'est un exercice qu'on va faire demain toutes et tous ensemble, mais vous ne serez pas là, donc je vous le fais maintenant. C'est si vous deviez fermer les yeux, imaginer qu'est-ce que vous voudriez qu'il ait changé dans un an dans la société au sujet des violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce que ce serait? Ça peut être plusieurs choses, mais qu'est-ce que ce serait? Et comme ça, on y travaille. Alors, dans le militantisme, moi, ce qui m'a le plus nourri, c'est vraiment les relations que j'ai pu développer avec des personnes, hein, tout simplement. C'est vraiment la connexion humaine, le fait de se mobiliser autour d'une même cause, avec des gens qui n'ont d'autre intérêt que de faire avancer la cause, donc qui vont prendre leur temps, leur force de travail pour constituer un événement. Et vous avez évoqué l'association Les Indivisibles que j'ai fondée en 2007, qui utilisait l'humour pour déconstruire le racisme. Donc, c'était vraiment une très bonne manière pour nous d'une certaine manière de retourner le stigmate et de faire honte aux personnes qui tenaient des propos racistes. Et dans le cadre de cette association, on a créé une cérémonie qui s'appelait les Yabon Awards. Et en fait, donc Yabon, c'est inspiré d'un slogan d'une marque qui s'appelle Banania, donc Yabon Banania, où il y avait la figure d'un tirailleur, donc d'un soldat africain qui disait Yabon Banania, parce qu'évidemment, les Noirs ne peuvent pas dire c'est bon le Banania, c'est trop compliqué, vous imaginez bien. Donc, c'était le slogan de cette pub. Et du coup, on a utilisé ce nom-là pour faire une cérémonie de remise de prix qui décernait des trophées en fait aux propos les plus racistes de l'année. Et on a fait ça pendant plusieurs années, donc c'était vraiment une vraie cérémonie sur scène avec avec un animateur qui a été Raphaël Yem. Les premières animatrices d'ailleurs, c'était Blanche Gardin et Aïssa Maïga en 2009, donc ça fait vraiment longtemps. Puis après, au fil de l'année, on a eu des changements, mais l'idée c'était vraiment qu'on fasse une cérémonie où on était tous en tenue de soirée et où on nommait des gens dans différentes catégories. Donc il y a des gens qui ont gagné des prix de meilleur espoir pour l'ensemble de leur œuvre. Voilà, on avait déjà repéré des gens qui se sont confirmés dans les années qui ont suivi. Et évidemment, les lauréats venaient très rarement chercher leur prix. Bizarrement, ils n'assumaient pas trop. Mais c'était génial. C'était génial parce qu'à la fois, il y avait cette espèce d'énergie qu'on avait de vouloir faire quelque chose. On a eu des gens dans le jury qui étaient formidables, qui étaient vraiment très mobilisés. On a réussi à faire venir des personnalités alors qu'on partait de rien. Et ça, pour moi, c'est des souvenirs de joie, d'adrénaline qui sont vraiment irremplaçables. Et je pense qu'on peut... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est très drôle. La cérémonie est hyper drôle parce qu'en fait, les phrases, quand on les montre et qu'on est en majorité antiraciste, franchement, les personnes qui disent des phrases sont vraiment ridicules. Et il y en a qui sont en ligne, hein, je vous invite à les regarder. Et en même temps, il y avait quand même une portée politique parce que c'est vrai qu'on rigole beaucoup au début, puis après une demi-heure, on finit par se dire, une demi-heure de racisme non-stop, ça veut dire que toute l'année, en fait, on a subi ça. Et ça montre, en fait, je trouve que politiquement, c'est important parce qu'on parle souvent de dérapage. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, il y a une personne qui s'en est pris à moi. Si vous n'avez pas suivi, il y a une dame... une journaliste qui commentait l'actualité de la couronne royale d'Angleterre et qui, pour parler, en fait, disait que Meghan Markle avait notamment décidé de prendre des distances du fait du racisme qu'elle invoquait et qui pourrait le prêter à question. Et elle a dit que le pauvre Harry pensait avoir épousé Ali Berry et qu'il se retrouvait avec Rokhaya Diallo. Voilà. Et tout le monde a parlé de dérapage. Et moi, ce que je trouve intéressant dans les Yabon Awards, c'est que quand on mettait les mots, les phrases les unes à côté des autres, on se rendait bien compte qu'il ne s'agissait pas de dérapage isolé, mais d'une idéologie tout à fait solidaire, construite, et que les propos se répondaient et finalement alimentaient une idéologie. Et c'est absolument pareil pour le sexisme. Il ne s'agit jamais de dérapage. Il s'agit de l'expression d'une même idéologie qui a des expressions diverses. C'est un spectre. Et ça, je trouvais ça fort aussi. Donc c'était à la fois très rigolo et en même temps, on ne pouvait pas ne pas se dire qu'on était cerné au quotidien par le racisme. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer à toutes les formes d'oppression. Zemmour, il a été primé pour l'ensemble de son œuvre. Je pense que... Alors, je suis vraiment, vraiment désolée. On ne va pas avoir le temps de prendre des questions. Ce sera un prétexte pour vous réinviter une autre fois. Et cette fois, on fera que des questions. Avec plaisir. Alors, je peux juste demander un truc? Ah, bien sûr. Est-ce que ça vous dérange si je prends un selfie avec vous? J'ai trop envie de prendre un selfie, l'assistance est trop belle. Alors, je vous précise juste que là, il y a une petite zone des gens qui ne veulent pas être pris en photo. D'accord, alors vous êtes où? Vous, est-ce que vous pouvez la main, les gens qui ne veulent pas être... Le petit carré là, ici, okay. Voilà. Donc je vais faire un truc comme ça. Ok, merci. C'est bien, c'est super bien organisé. Et les autres, c'est ok pour le selfie, hein? D'accord.
Ouais, debout carrément. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah viens. Ah super. Ah canon, trop bien, vous êtes trop forte. Hop. Voilà, là c'est bon, hein, on voit. Ah, c'est canon. J'ai pas tout mis. Donc je vous fais signe, à 3 vous faites ce que vous voulez. Attendez, est-ce que vous pensez que la lumière on est obligé de la laisser? Parce que du coup je pense qu'on voit pas bien. Ouais, je fais ma réalisatrice. Je sais pas si on peut la laisser. C'est le projecteur en fait. C'est le projecteur, ok. Alors on va l'éteindre. Je veux pas embêter qui que ce soit, mais je crois que quand je suis arrivée, c'était pas allumé. Désolée, hein, vous êtes en train de galérer là depuis tout à l'heure. Si on l'éteint pas, vous me dites. Hein. Ah super. Bon bah à 3, donc j'ai plus de micro hein, à 3, mais vous faites ce que vous voulez. 1, 2, 3. Merci, vous êtes au top. Merci beaucoup, Rokhaya. Merci beaucoup, merci Rokhaya. Un grand merci à Rokhaya Diallo et Muriel Salmona. On se retrouve, bravo à toutes et tous pour cette journée, c'était incroyable. Bravo, merci à toutes les organisatrices, merci à Roderick et ses équipes pour le Facebook Live et tous les aspects techniques, merci à la Cité Fertile. On se retrouve demain pour mettre tout ça en application et changer le monde plus rapidement qu'il ne le veut. Donc rendez-vous à 9h15 précise demain ici. Un grand merci à toutes et tous et à demain. Vous pouvez laisser les chaises et il faut sortir rapidement puisque les gens ne sont payés que jusqu'à 18h30.